Bonsoir à tous. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la motion de censure déposée en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution par Madame Mathilde Panot et 77 membres de l'Assemblée, la Première ministre ayant engagé la responsabilité du gouvernement sur l'adoption en nouvelle lecture de la deuxième partie du projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2024. La parole est à Monsieur Aurélien Saint-Toul pour la France Insoumise pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la Première ministre, collègues. 18 fois en 18 mois, vous aurez utilisé le 49.3 et pour la 18e fois ce soir, nous défendons une motion de censure. À quoi bon, dites-vous? Pourquoi déposer une motion de censure dont l'issue est presque certaine? Eh bien, nous le faisons par devoir. Nous accomplissons à cet instant la promesse faite aux Françaises et aux Français de combattre pied à pied la politique de saccage social et de destruction écologique que vous menez. Nous obéissons à notre conscience. Nous défendons les droits du Parlement contre ceux qui le bafouent et le laissent bafouer. Nous tentons de faire naître un sursaut de conscience au sein d'un pouvoir législatif qui ne devrait plus supporter de tout céder à l'exécutif. Nous tentons de susciter un sursaut de conscience parmi vous, collègues, qui, lors de l'examen des différents textes budgétaires, convaincus que le 49.3 allait tout balayer, nous disaient pour pouvoir rentrer dans vos foyers, inutile de faire semblant, inutile d'amender ces textes. Madame la Première ministre, vous êtes obstinée, mais nous sommes infatigables. Nous voyons bien comment vous comptez sur la lassitude de notre peuple pour susciter son désintérêt. Vous pratiquez un autoritarisme gris, fondé sur la banalité du coup de force. Vous justifiez mieux que quiconque le surnom de la Ve République, coup d'État permanent. Bien sûr, on blâmera mes excès de langage. Après tout, je suis un insoumis et nous n'avons pas le droit, nous, à la présomption de compétence et de modération dont jouissent par essence les porte-voix de l'extrême centre. Laissez-moi pourtant soumettre quelques questions à la sagacité de nos concitoyens. Qu'est-ce donc qu'un gouvernement dont le premier souci est de créer l'ombre complice dans laquelle il pourra manœuvrer? Comment faut-il considérer un gouvernement dont le garde des Sceaux, si l'on en croit la conviction du procureur général près la Cour de cassation, s'est rendu coupable du délit de prise illégale d'intérêt? Comment faut-il considérer un pouvoir dont les atteintes aux libertés publiques ne peuvent même plus se compter? Combien de manifestations interdites sans raison ni fondement par le ministre de l'Intérieur et ses préfets? Combien d'associations et de contre-pouvoirs visés par des pratiques d'intimidation et de harcèlement? Des journalistes perquisitionnés, des militants traînés devant les juges et fichés, des ONG dont les financements et l'existence sont menacés. Dernièrement, on découvre même que depuis 8 ans, le ministère de l'Intérieur dispose des moyens de procéder à la surveillance automatisée de tous les Français, et ce, en contravention totale avec la loi. Ce gouvernement galvaude le mot de République et en sape consciencieusement les bases. Et pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi des libéraux déclarés comme vous trahissent-ils si manifestement la liberté? Pour accomplir un projet qui, sans cela, ne serait pas toléré par les Français. Voler aux pauvres pour donner aux riches, diviser le peuple pour mieux le dépouiller. Nous ne le savons que trop, nous en avons 1000 exemples. Pour financer la suppression de l'impôt sur la fortune, pour faire encore grossir le compte des ultra-riches, il faut la sueur et l'argent des classes populaires et de la classe moyenne. Vous êtes prêts à détraquer toute la société pour cela. Le désastre à l'hôpital public en témoigne, votre réforme des retraites également. Elle vole 2 ans de repos aux salariés de ce pays. Elle prive le monde associatif et toute la société de l'action bienfaisante de milliers de bénévoles. Elle va susciter une augmentation drastique des arrêts maladie et des accidents du travail. Elle va aussi plonger inexorablement dans le chômage de longue durée des dizaines de milliers de personnes de plus de 55 ans. Face à ce résultat prévisible, Monsieur le maire répond qu'il n'y a qu'à réduire la durée d'indemnisation de ces chômeurs et à se secouer les puces. Eh bien non, les chômeurs ne choisissent pas. Il y a 14 chômeurs pour 1 emploi à pourvoir dans ce pays. Collègues, représentants du peuple, vous tolérerez ce mépris et cette injustice? Pas nous. Nous sommes écœurés, mais nous ne sommes pas surpris. Nous savions bien que c'est ainsi que vous faites baisser le chômage, en effaçant les chômeurs des registres. Vous avez fait de même en gonflant le nombre des apprentis, dont pourtant près d'un tiers ne finiront pas leur apprentissage, tandis que les jeunes formés en lycée professionnel, eux, sont moins de 10% à décrocher.
Mais après tout, que vous importe, ce ne sont évidemment pas vos enfants qu'on envoie dans ces filières. Vous sacrifiez l'avenir. L'inflation prend à la gorge les ménages. Le prix de l'énergie étrangle les petites entreprises, mais vous ne faites rien. Bloquer les prix des denrées de première nécessité, augmenter le SMIC, indexer les salaires sur l'inflation, vous le refusez, main dans la main avec l'extrême droite. Ils parlent de préférence nationale, mais comme vous, en réalité, ils n'ont en tête que de protéger les profits des multinationales, des grands groupes, des spécialistes du chantage au chômage et à la délocalisation. Au fil des ans, vous avez placé tous les services publics dans un cercle vicieux qui fait souffrir la société tout entière. À force de diminuer les salaires, de réduire le nombre des postes, le personnel fuit, la charge de travail écrase celles et ceux qui restent. Impossible de recruter dans ces conditions. L'effondrement menace et les promesses d'augmentation de salaire ne trompent personne. Monsieur Attal a même fini par avouer. Augmenter tous les profs, pas question. Cela n'a jamais été envisagé. Le pacte, ce sont les miettes qu'on jette pour apaiser la colère de ceux qui sont au bord de la rupture. Santé, transport, éducation, même stratégie partout. Vous utilisez même l'argent public pour faire prospérer une concurrence déloyale dans le privé. Aux services publics appauvris, il ne restera bientôt que les activités qui ne sont pas rentables et aux actionnaires des groupes privés, l'enrichissement garanti en faisant payer tout le reste aux usagers rackettés. C'est insupportable quand il s'agit de gaver les actionnaires des sociétés d'autoroutes, mais c'est ignoble quand il y va de garantir à nos parents une fin de vie digne. Cette débandade est organisée, elle a des conséquences qui font frémir. Dans notre pays, la mortalité infantile est en hausse. Mesure-t-on ce que cela signifie? À l'instant où je vous parle, 2000 enfants au moins sont forcés de se préparer à passer la nuit dehors. C'est une catastrophe humaine, une catastrophe morale, une catastrophe politique. N'avons-nous pas en partage une idée de la France assez haute pour le dire? Ceux dont l'inaction depuis 6 ans permet cela trahissent chaque jour un peu plus l'idéal fraternel de la République et la représentation nationale doit les congédier. La France est abaissée, reléguée parmi les pays qu'on n'écoute plus. En Europe, voici plus d'un mandat que nous attendions l'interdiction du glyphosate, mais votre inertie politique est totale. Sur ce sujet, vous vous êtes abstenu à Bruxelles lors du dernier Conseil. On ose y croire. La France n'aurait donc pas d'avis. Elle dit aux autres « faites comme vous voudrez ». Mais quel abandon! Sur la scène internationale, les atermoiements et le double discours du président de la République inquiètent jusque dans les rangs des diplomates. Ils sont sortis de leur discrétion coutumière pour le faire savoir. Combien de temps aura-t-il fallu pour faire résonner un appel au cessez-le-feu clair? En apportant un soutien inconditionnel à Israël, vous avez laissé la France n'être qu'un témoin. Au lieu de lui faire jouer son rôle de vigilante gardienne du droit international et de son application rigoureuse, vous avez laissé prospérer l'idée que pour elle, on pouvait souffrir la mort d'innocents pourvu qu'elle répondît à la mort d'autres innocents. Cynisme ou bêtise, vous affirmez encore que c'est afin d'éviter l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite que vous avez adopté ces thèmes, ces mots et son programme. Vous êtes de ces originaux qui, pour ne pas être mouillés par la pluie, se jettent dans la piscine. Ce gag, malheureusement, a des conséquences funestes. J'adresse ici le salut fraternel de mon groupe et j'ose l'espérer de toute la représentation nationale à celles et ceux que les menées d'apprentis nazis ont menacés ces derniers jours à Reims et à Romans-sur-Isère. Ces individus abjects salissent le deuil d'une famille, l'affliction d'un village et de tout un pays. Ils doivent être châtiés et promptement. Et ceux qui ont jusqu'ici alimenté leur haine et leur paranoïa, qui, dans un amalgame ignoble, ont affirmé que les musulmans de France sont les soutiens des tueurs du Hamas, qu'ils représentent une 5e colonne, ceux-là doivent d'urgence faire leur autocritique et offrir leur silence durable à la concorde civile. Vous devriez, collègues et membres du gouvernement, rougir de honte à l'idée de défendre bientôt devant nous un texte sur l'immigration inspiré par une xénophobie et un racisme aussi vulgaire qu'évident, un texte qui postule qu'un étranger en France est un danger. Ce postulat est absurde, dépourvu de toute humanité, et il trahit aussi une conception mesquine de la France, dont la grandeur ne pourrait survivre à la diversité des origines, des usages, des croyances ou des couleurs de celles et ceux qui l'habitent. Il faut être singulièrement timoré et peu républicain pour ne pas voir que liberté, égalité, fraternité, ce sont des mots qui parlent au cœur de tous les humains, qu'aucun relativisme ne les ébranle et que si nous sommes conséquents et rigoureux dans leur défense, notre pays jouira de l'attachement de ses citoyens, de ceux qui l'abritent et même du reste de l'humanité. Je conclus en m'adressant à tous nos compatriotes. Sachez que vous avez dans cette Assemblée des représentants qui ne se résignent pas,
qui n'acceptent aucune des fausses évidences de la mise en concurrence généralisée des humains, qui ne dévalent pas la pente qui mène à l'extrême droite, des insoumis qui promeuvent une toute autre politique, une politique qui préfère répondre aux besoins de tous que de satisfaire la cupidité de quelques-uns, une politique humaniste qui affirme que face à la catastrophe écologique qui s'accélère, nous sommes tous embarqués et que nous n'en réchapperons pas si nous nous divisons. Nous ne parviendrons pas à agir si nos décisions sont prises par une poignée d'individus qui ne rendent de compte à personne, si ce n'est aux puissances d'argent qui les ont installés. Nous ne serons pas la France que nous devons être si nous nous résignons à vivre sous la férule humiliante du 49.3 permanent. Je vous remercie. La parole est à monsieur Yannick Noder pour le groupe Les Républicains pour une durée de 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est sans surprise que nous nous retrouvons ce dimanche soir pour examiner une motion de censure de plus, suite à Madame la Première ministre, à un 49.3 de plus pour un PLFSS 2024. Si cette situation devient usuelle puisque les Français n'ont pas souhaité vous donner une majorité dans cet hémicycle, je ne peux vous dire que nous, les députés, les Républicains, souhaitons débattre davantage au service des Français. Nous souhaitons également que vous preniez davantage en compte les positions que nous portons, et cela dans l'intérêt des Français. Car avant d'être un exercice budgétaire, le budget de la sécurité sociale est le réceptacle des attentes, des inquiétudes et des espérances de nos compatriotes en termes de santé. Le cœur de travail des députés aurait donc été de relayer davantage les demandes des acteurs du soin, du médico-social et des partenaires sociaux et des Français dans leur ensemble. Lors des différentes discussions générales, j'ai étayé un certain nombre de points, je ne vais pas y revenir. Je vais essayer de parler ce soir davantage des EHPAD et du secteur médico-social. Vous le savez, 3 EHPAD sur 4 sont déficitaires. La FHF signe un déficit cumulé de 500 millions d'euros, un déficit, et je cite la FHF, qui plonge le secteur dans une situation budgétaire dégradée de façon inédite, puisque cette dégradation est brutale depuis 2019, avec des facteurs que nous connaissons, le Covid, avec une baisse d'activité et malheureusement des personnes qui sont décédées à domicile avant de rentrer en établissement, et puis le Ségur, avec des sommes non complètement allouées par le gouvernement. Donc un effet ciseau avec plus de dépenses et moins de recettes, et surtout une inflation avec une énergie et une alimentation en hausse. Peut-on jouer sur le tarif des EHPAD, moyennant les difficultés du pouvoir d'achat, quand on sait que c'est 1 000 € le reste à charge moyen pour une famille qui a une personne âgée en EHPAD? On voit la difficulté. Le déficit par lit en EHPAD est chiffré entre 2 000 et 3 000 €, d'où les 500 millions d'euros déficit cumulé depuis 2009. Alors faire des économies sur quoi? Sur les 50 000 postes qui sont prévus à l'échelon 2027, je crois que ce n'est pas la volonté non plus du gouvernement. Ça fait à peu près 7 postes par EHPAD. Et on prend note également des 100 millions, Madame la Première ministre, que vous avez souhaité débloquer. C'est un chiffre énorme, mais finalement, c'est bien peu par rapport aux 96 départements et aux milliers d'établissements. C'était par ailleurs une mesure ponctuelle, alors que ces hausses d'énergie, de salaire sont pérennes. On va vers une situation extrêmement grave, avec une incapacité d'accueil de nouveaux résidents, incapacité de maintenir les effectifs actuels et surtout une incapacité d'investissement pour préparer nos établissements demain au baby-boom. Effectivement, la génération du baby-boom, née à partir de 45, va avoir besoin de cet établissement. Je vous redonne quelques chiffres. En 1940, 560 000 naissances. En 1947, 870 000. Il va falloir donc répondre aux besoins de 2035 et il ne faut pas attendre 2032 pour dire que nous ne pourrons pas agir sur ces demandes. Alors, nous attendons avec beaucoup d'impatience la loi grand âge, qui a été réaffirmée par la ministre Berger. Je voudrais simplement, pour illustrer cette situation, revenir sur des situations déficitaires particulièrement importantes que j'ai relevées notamment au sein de ma circonscription et au sein de plusieurs établissements. L'établissement L'Éden à la Côte-Saint-André, le foyer d'accueil médicalisé sur les centres épileptiques à Saint-Étienne-de-Saint-Joire ou encore l'EHPAD Bellefontaine, qui sont finalement victimes de leur bonne gestion puisqu'ils n'ont aucun poste vacant au tableau des emplois. Ils ont donc un déficit qui est devenu structurel. Ils n'ont donc plus de possibilité d'avoir de lignes de trésorerie auprès du secteur bancaire et dans les 3 à 6 mois, ils ne pourront donc plus payer les salaires. On est devant une situation extrêmement grave et j'en appelle effectivement à votre
pleine conscience. Alors, des solutions, parce qu'une fois qu'on décrit une difficulté, des solutions, vous avez vu un certain nombre de maires de la région Bretagne qui ont proposé effectivement des financements pour maintenir leurs EHPAD. Je l'ai encore vu ce matin dans la presse locale, le Dauphiné Libéré, dans mon département, le maire de Voiron, maire courageux, Julien Paula, que je cite et que je rends hommage, débloque 480 000 € pour améliorer la situation de son EHPAD, la Tourmaline, pour justement ne pas avoir à revoir les effectifs et maintenir la qualité de prise en charge des résidents dans cet EHPAD qui rayonne sur la ville de Voiron et l'ensemble du Voironnais. Donc naturellement, il faudra financer ces hausses de rémunération qui sont une bonne chose dans le cadre du Ségur. 100 millions d'euros sont estimés, l'État en a donné 40, quid des 60 millions à trouver. Les tarifs, effectivement, comment jouer sur les tarifs à un moment où l'inflation est la plus forte et le reste à charge est de 1 000 €? Faut-il réfléchir à un système assurantiel obligatoire? Je vous pose la question. Et enfin, sur la capacité contributive pour adapter le tarif aux revenus des personnes, qui peut être également une solution. En attendant, ces déficits structurels, voient des situations locales se dégrader, une perte de confiance vis-à-vis des directeurs de ces établissements, de leur personnel et surtout une inquiétude des résidents et de leurs familles. Pour revenir sur ce point du PLFSS, au demeurant, je voudrais remercier à nouveau la présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame Parmentier-Lecocq, pour avoir fait vivre ce débat, et la rapporteure générale, Stéphanie Ries, qui a apporté avec patience beaucoup d'indications précises. Madame la Première ministre, nous ne contestons ni votre légitimité, ni votre droit constitutionnel à recourir au 49.3. Nous regrettons que notre démocratie parlementaire souffre de l'instabilité politique que connaît notre Assemblée et notre pays et fait le lit des extrêmes. Tout cela se révèle donc assez décevant pour les députés de tous les groupes qui travaillent sur ce PLFSS depuis plusieurs semaines. Toutefois, parce que vous êtes vous-même les premiers pris au piège de cet étau, vous voilà obligés de tendre l'oreille aux oppositions, ce qui nous a permis, nous les Républicains, d'obtenir des avancées sur un certain nombre de points. Je reviendrai sur 2 points. Les franchises médicales, non pas que je ne sois insensible effectivement à la responsabilisation et le taux de reste à charge un des plus faibles d'Europe, mais à l'heure où effectivement sur un certain nombre de secteurs, nous avons fait très peu d'économies, il semble qu'au moment où le pouvoir d'achat des Français est en berne, eh bien, de faire une économie sur leur santé n'est pas des meilleures solutions et en tout cas certainement pas le bon calendrier. Revenons également sur l'Agirc-Arrco et leur ponction. Effectivement, il est hors de question pour nous de payer par ponction sur l'Agirc-Arrco la revalorisation des petites retraites qui, je le rappelle, avait été obtenue par les Républicains et le président Ciotti afin de protéger le pouvoir d'achat de nos aînés. Ces avancées justifient donc toute l'importance que l'Assemblée nationale et ses oppositions se saisissent coûte que coûte des projets de loi du gouvernement. C'est donc pour ceci que je me tourne vers les dépositaires de la motion de censure que nous examinons ce soir actuellement. Par cette motion, vous exprimez votre mécontentement que le gouvernement court-circuite l'Assemblée nationale et de ce point de vue-là, vous avez raison. En revanche, permettez-moi de vous rappeler aussi que vous avez été les mêmes à avoir déposé une motion de rejet préalable au PLFSS, dont la finalité aurait été exactement la même qu'un 49.3, c'est-à-dire enjamber l'Assemblée nationale sans que nous puissions se saisir du texte. Pour en venir à votre motion de censure de ce jour, si elle était adoptée, celle-ci aurait pour simple conséquence de remplacer Madame Borne et son gouvernement. Cela ne nous intéresse pas. Comme je l'ai déjà dit, ce serait une mascarade qui ne répondrait en rien aux attentes des Français qui espèrent un renouveau démocratique et une confiance restaurée. Mais au même titre que le 49.3, la motion de censure est un outil mis à la disposition des députés et nous ne contestons pas non plus votre légitimité à vous en saisir. Toutefois, nous ne partageons pas cette méthode dans la mesure où notre conviction reste intacte, à savoir vouloir coûte que coûte utiliser l'Assemblée nationale à bon escient, au-delà de toute autre considération, afin de défendre nos idées au service des Français. C'est ce qu'ils attendent de nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Bruno Millienne pour le groupe démocrate pour une durée de 15 minutes.
Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, permettez-moi, avant de commencer mon propos, de faire une petite incise. Monsieur Bompard, j'aimerais que vous rappeliez à Monsieur Saint-Toul qui a disparu, ça prouve le respect qu'il a pour ses collègues. Oui, c'est pour ça que je m'adresse à vous, Monsieur Bompard. C'est pour ça que je m'adresse à vous, c'est parce que je vous ai vu, vous étiez là, donc voilà. Donc, je veux simplement de rappeler à Monsieur Saint-Toul que Monsieur le garde des Sceaux est présumé innocent puisqu'il l'a mis en cause, ce qui n'est pas le cas de votre leader Maximo, qui a été condamné définitivement pour des violences exercées sur des policiers et sur un magistrat. On voit un peu la... Bah oui, mais si vous mettez ça dans vos textes, souffrez qu'on y réponde. Voilà. Voilà. Bref, venons-en à ce qui nous préoccupe ce soir. Nous voilà donc une nouvelle fois ici réunis pour débattre d'une nouvelle motion de censure déposée par nos collègues de la France Insoumise dans, il faut bien le dire, l'indifférence générale. Pourquoi? Parce que les Français ont bien compris que les oppositions votaient systématiquement contre les textes financiers avant même d'en connaître le contenu. Parce que les Français ont bien compris qu'en contexte de majorité relative, le recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution était indispensable pour doter notre nation d'un budget et pouvoir continuer d'engager les réformes ambitieuses que nous portons pour notre pays. Parce que les Français ont bien compris qu'en l'absence de majorité alternative et sans bien sûr présager du vote de mes collègues d'ici quelques minutes, les chances de voir adopter une motion de censure étaient plus que limitées. Mais aussi, et je tiens à le souligner, parce que vos propres amis, ou ex-amis, ou futurs ex-amis, j'avoue qu'on se perd un peu dans les méandres de la NUPES, rejettent eux-mêmes votre stratégie de motion de censure systématique, lesquelles sont autant de défaites cuisantes pour vous et donc pour eux. Cette stratégie, et cela vous surprendra peut-être, moi j'y adhère pleinement et je veux vous remercier de la mener, principalement pour deux raisons. La première, c'est qu'elle nous permet une nouvelle fois d'expliquer notre projet et de le décrire dans le détail, d'en aborder toutes les nuances et tout le pragmatisme, loin, très loin, des positions aussi dogmatiques qu'inefficaces que vous avancez, tendance fâcheuse pour la qualité du débat public que vous partagez d'ailleurs avec vos collègues d'extrême droite. La seconde, c'est qu'elle nous permet d'avoir un vote sur le texte en question et donc de montrer que loin des éléments de langage caricaturaux que vous n'avez de cesse de rabâcher, le 49.3 est un outil démocratique, pas le meilleur, j'en conviens, mais un outil légal que nous ne sommes ni les premiers ni les derniers à utiliser pour aller au-delà du blocage institutionnel. Pourquoi je parle de blocage? Parce que vous et les autres oppositions êtes absolument incapables de proposer un projet alternatif cohérent pour financer notre sécurité sociale. À ça, pour faire des coups et mettre en difficulté la majorité, quel mérite, quand on est en majorité relative d'ailleurs, là, pas de problème. Vous arrivez à vous mettre d'accord et nous l'avons bien vu en commission en première lecture. On cherche d'ailleurs toujours l'intérêt pour les Français de ces manœuvres, mais peu importe, vous avez vos belles vidéos pour les réseaux sociaux. Au final, cela aboutit à une situation dans laquelle nos collègues de la NUPES arrivent à se réjouir d'avoir rejeté la création d'un service de repérage et d'accompagnement des enfants en situation de handicap. Cela aboutit à une situation où, sous les applaudissements, nos collègues de la droite empêchent les patients gravement malades d'avoir plus facilement accès à des médicaments innovants. Bravo, mes chers collègues, je pense que vous pouvez être fiers de vous. Naïvement peut-être, nous espérions au groupe démocrate pouvoir travailler avec vous en bonne intelligence à la construction d'un compromis acceptable pour tous, mais une nouvelle fois, les conditions que vous fixez, à dessein, rendent impossible cet atterrissage. Nous en prenons acte. Avec regret, les Français eux-mêmes pourront en juger lors des prochaines échéances électorales. La réalité, c'est que, contrairement à ce que vous tentez de faire croire, ce PLFSS se place dans l'héritage strict de notre système social, qui est autant notre fierté que l'honneur de notre pays. Celui qui fait que l'appartenance à la communauté nationale va de pair avec le fait de pouvoir compter sur la collectivité en cas de maladie ou d'accident, ou tout simplement lorsqu'est venu le temps de quitter le monde du travail pour profiter de ses vieux jours. Ce modèle social unique, nous le préservons dans ce PLFSS, y compris malgré les contraintes budgétaires qui pèsent sur notre pays après 50 ans d'endettement, y compris malgré la nécessité que nous avons de tendre de nouveau vers l'équilibre budgétaire. Pour donner quelques exemples,
Cet impératif de solidarité s'exprime par la meilleure articulation des droits à la complémentaire santé solidaire avec les minima sociaux comme l'allocation adulte handicapé, l'allocation supplémentaire d'invalidité ou celle destinée aux chômeurs de fin de droit. Il s'exprime par la suppression des jours de carence en cas d'arrêt de travail dû à une interruption médicale de grossesse. Il s'exprime par la prise en charge par la collectivité du renouvellement de l'allocation proche aidant pour mieux accompagner ceux qui prennent soin d'un proche malade plusieurs fois au cours de leur vie. Nous avons aussi une obligation de mieux accompagner la santé de nos concitoyens tout au long de leur vie. C'est le sens de la priorité donnée à la prévention dans ce texte, sur la vaccination bien sûr, mais aussi dans l'accès aux soins et la détection plus systématique de certaines maladies. Les députés démocrates, avec Cyril Isaac-Sibille, avaient d'autres propositions sur ce sujet que nous continuerons de porter dans les prochains mois. La responsabilité budgétaire, celle qui nous pousse à compenser les nouvelles dépenses par des mesures d'économie, c'est par exemple sur la consommation et le prix des médicaments, mais également sur les sommes versées à l'UNEDIC pour tenir compte des effets des réformes de l'assurance chômage et de l'amélioration du marché de l'emploi. Mais au-delà de ces deux impératifs, ce PLFSS est aussi un texte d'émancipation qui doit permettre à chacun d'être acteur de son destin, notamment face à la dégradation de l'état de santé. C'est tout l'objet des rendez-vous aux âges clés de la vie que le projet de loi propose de plus facilement généraliser, comme de la prise en charge inédite des moyens de contraception. Notre groupe démocrate a d'ailleurs pleinement contribué à renforcer ce texte et s'en félicite, même si, et c'est bien normal, nous n'y retrouvons pas tout ce que nous aurions aimé voir apparaître. C'est le jeu de la construction du compromis au sein d'une majorité et nous l'acceptons pleinement sans renier nos convictions. Nous continuerons d'essayer de vous convaincre dans les prochaines semaines, dans l'esprit de co-construction qui préside à notre travail commun. Mais vous l'aurez compris, nous ne soutiendrons pas cette motion de censure. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Arthur Delaporte pour le groupe socialiste. Pour une durée de 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Le dimanche soir, certains vont au théâtre. Les députés, ce soir, subissent un nouveau vaudeville. Ciel, un 49-3. Cette réplique iconique aurait bien pu, en effet, sortir tout droit d'un mauvais vaudeville. Et en ce dimanche soir de novembre, où nous célébrons tristement le 18e de la suite, permettez-moi, Madame la Première ministre, de rappeler à l'ensemble de nos rares collègues ici présents d'où vient le vaudeville. Mais je sais que vous le savez. C'est devenu, au XIXe siècle, un genre théâtral en vogue. Pour Jean-Jacques Rousseau, c'était une sorte de chanson à couplets qui roule ordinairement sur des sujets badins ou satiriques. On fait même remonter l'origine de ce poème selon la plus commune opinion, par un certain Basselin, Foulon de Vire, en Normandie. Et comme pour danser sur ces chants, on s'assemblait dans le Val de Vire. Ils furent appelés, dit-on, Vaudevire, puis, par corruption, Vaudeville. Alors, le Val de Vire, dans le Calvados, dont le département veut d'ailleurs fermer le collège du même nom, vous en êtes l'élu, Madame la Première ministre. Vous avez d'ailleurs sans doute lu dans la presse de Vire dernièrement l'histoire vraie et pas si drôle de Pascal Martin. C'est un médecin. Elle est relatée dans La Voix le Bocage le 27 octobre dernier. La situation est catastrophique, nous dit-il. Les patients sans solution sont légion à Vire, Normandie. Chaque jour, il est sollicité par des malades qui ne savent plus comment faire. C'est pourquoi, alors qu'il a bien le statut de retraité depuis 1 mois, il ne raccroche pas. Je souhaite donner un coup de main, mais je ne peux pas tout régler tout seul. Comme ses confrères du Bocage et de Vire, Pascal Martin estime que la situation est très grave. Les pouvoirs publics ne font rien. Le médecin virois explique qu'il faut des réponses rapides. Il faut obliger les jeunes médecins à exercer pendant 1 an dans un désert médical. Mais je sais que notre député a voté contre cette proposition, le gouvernement est contre d'ailleurs. La liberté des médecins, nous dit-il, c'est bien, mais il y a aussi celle de se faire soigner. Ce que demande le docteur Martin, la régulation de l'installation des médecins, vous auriez pu profiter de ce texte pour enfin faire adopter ce que prônent plus de 200 députés issus du groupe de travail transpartisan initié par mon collègue socialiste Guillaume Garot. Mais voyez-vous, de régulation, nous n'aurons point, car le 49.3 est arrivé à Vire
comme ailleurs. Ce n'est peut-être pas pour rien que le vaudeville, après son heure de gloire, est apparu peu à peu comme une forme vieillotte, qui ne satisfait plus le spectateur en raison de l'usure des imbroglios cousus de fil blanc. Ce mauvais vaudeville, ce n'est donc que le spectacle cousu de fil blanc de votre mépris du Parlement, une pièce à l'intrigue usée, générant de fait une réelle amertume, couplée, j'ose le dire, à un certain ennui, en raison d'un scénario mal ficelé et du manque d'ardeur des principaux protagonistes que vous êtes. Nous devrions donc nous contenter de subir votre intrigue, vos intrigues. Ce matraquage du Parlement, au moment même où les Françaises et les Français ont décidé par leur vote de remettre au cœur de notre système politique en 2022 le Parlement, ce n'est pas simplement paradoxal, ça témoigne d'une triple faute. La brutalité avec laquelle vous employez à user et à abuser des outils du parlementarisme rationalisé, ce n'est pas simplement un mépris du débat démocratique, c'est aussi l'une des causes de la défiance de nos concitoyens envers leur classe politique. Nous sommes responsables devant les électeurs et vous l'êtes devant le Parlement. Mais où est votre responsabilité, Madame la Première ministre, quand votre première année et demie de gouvernement se résumera à accumuler 49.3 sans même entendre les oppositions en débit d'une promesse de co-construction? Vous auriez pu, à minima, sauvegarder dans votre texte final les maigres propositions adoptées par les députés en commission. Je pense ainsi aux différentes mesures sur l'évolution de la fiscalité ou l'augmentation des taxes sur les prémix, ces boissons alcoolisées aromatisées, un levier parmi d'autres de l'addiction. Que nenni. Ciel, le 49.3 aura dissipé ses espoirs. Si nous subissons un nouveau mais calamiteux vaudeville ce soir, nous ne pouvons pas pour autant oublier les tragédies imposées par votre majorité, alliée avec la droite dure depuis juin 2022. Alors que la priorité des Françaises et des Français est leur porte-monnaie, la lutte contre l'inflation, que sur les marchés ou dans les distributions alimentaires, elles et ils rencontrent la peur de pouvoir remplir leur caddie au supermarché, de faire un choix, le choix entre des loisirs ou se nourrir, le choix entre un repas pour soi parfois et un repas pour ses enfants. Quelles ont été vos réformes pour redonner du pouvoir d'achat et faire en sorte que le travail paye? Au nom du prétendu plein emploi, votre formule miracle qui ne fonctionne pas puisque le chômage est reparti à la hausse, dans une pièce en 3 actes coupables, vous avez malmené ceux qui peinent à joindre les deux bouts. D'abord, le premier acte, ça a été votre réforme de l'assurance chômage qui a réduit la durée d'indemnisation des chômeurs. Second acte, c'est évidemment la réforme des retraites, bien sûr. Un 49.3 sur un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, il fallait oser, qui n'est toujours pas digéré par nos concitoyens. Malgré les protestations massives dans les rues, malgré les analyses implacables du Conseil d'orientation des retraites, dont vous venez de remercier chaleureusement le Président, malgré les oppositions massives au Parlement, vous avez créé un impôt de 2 années supplémentaires sur la vie des Françaises et des Français. Alors oui, même les travailleurs d'utilité collective, les TUC, n'auront pas la possibilité, contrairement à ce que vous n'aviez annoncé, de bénéficier du dispositif carrière longue. Parce que, Madame la Première ministre, votre ministre du Travail refuse de considérer les trimestres comme cotisés, mais seulement assimilés. Donc je pense ce soir aux tucistes. Troisième acte de cette tragédie, mais pas le dernier malheureusement, c'est celui qui vient de nous arriver ici avec la réforme du RSA. Elle va contribuer à isoler encore plus celles et ceux qui sont les plus précaires, sans moyens pour l'insertion, sans annonce de trajectoire budgétaire et avec évidemment l'impossible et fumeuse promesse des 15 à 20 heures d'activité. Cette réforme entraînera donc dans son sillon toujours plus de stigmatisation de ceux qui sont présentés comme des assistés. Vous auriez pu saisir le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ou le projet de loi de finances, pour tenter de redresser la barre des solidarités en luttant contre la pénibilité au travail, en augmentant le point d'indice et le SMIC, en abolissant votre réforme des retraites dont les effets injustes se font déjà sentir, en tentant de mieux prendre en compte la qualité de l'emploi alors que notre pays se classe en Europe parmi ceux où travailler est le plus dangereux, générateur d'accidents et de morts au travail. Mais rien. Rien. Vous préférez plutôt continuer votre travail de sape. Votre ministre de l'économie veut désormais raboter l'allocation chômage des seniors. Les chômeurs donc, les actifs, les pauvres, les vieux, les cassés, les brisés, les mères isolées. Votre majorité a refusé la semaine dernière la déconjugalisation de l'allocation de soutien familial, l'ASF. Voilà donc votre politique générale. Les recrutements de soignants à l'hôpital ou ceux promis dans les EHPAD qui sont aujourd'hui au bord de la faillite, ça sera pour demain. Le Ségur de la santé pour toutes et tous aussi. Pendant ce temps-là, le PDG de Carrefour
se gavent de retenue record et les caissières resteront, elles, au SMIC, le dos brisé, pendant 2 années supplémentaires avant la retraite. Que dire du reste? Que dire de toutes les béances subsistantes dans vos projets? Alors que nos hôpitaux craquent, que la pénurie de médicaments guette, le silence vous envahit. Silence sur la santé mentale, silence sur la santé au travail, sur la santé des femmes. Les femmes, une grande cause qui, pour l'instant, ne pourrait s'apparenter qu'à de la poudre de perlimpinpin, pour citer notre président. Demain, lundi, nous débuterons l'examen d'un texte sur l'immigration qui parachèvera cette démonstration. Un texte dont les pires horreurs, comme la suppression de l'aide médicale d'État, ont été acceptées avec la sagesse complaisante du gouvernement au Sénat. Un texte d'une violence inouïe. Madame la Première ministre, vous êtes députée du Calvados. Vous êtes-vous rendue récemment à Ouistreham? C'est moins d'1 heure de route depuis Vire. C'est même 30 minutes depuis Moultchiche-Beauville, à l'autre extrémité de votre circonscription. Allez-vous affronter la réalité en face? Que direz-vous à ces 200 personnes entassées dans un campement de fortune qui viennent du Soudan en guerre et pour qui l'accueil dans notre pays consiste en 2 sanitaires et un point d'eau qui ont été installés après une décision du Conseil d'État? Que dire à ces mineurs aussi qui sont sous des tentes, dans la nuit, dans le froid, sous la pluie? Que dire à cette majorité d'hommes qui a fait une demande d'asile? Que répondez-vous aussi à ces femmes et à ces enfants qui survivent dans les rues de Caen alors que les crédits de l'hébergement d'urgence sont épuisés et que vous refusez de les augmenter? Que dites-vous à ces bénévoles associatifs qui assurent la distribution de repas pour que ces personnes, tout simplement, ne meurent pas de faim? N'est-ce pas Vauquelin de la Fresnaye qui disait « Les vaudevires qui, sentant le bon temps, nous foutent encore rire ». Ici, le fond de l'air est mauvais, les temps sont durs et votre vaudeville, lui, nous fait pleurer. Pour cela et pour le reste, nous souhaitons que votre gouvernement soit censuré. Permettez-moi, pour finir, de penser que plutôt que Feydeau, c'est Shakespeare qu'il faudrait. La scène 4 de l'acte 1 d'Hamlet qui dit le mieux ce qui se trame en ce glacial dimanche soir. L'air pince rudement. Il fait très froid. L'air est mordant et aigre. Quelle heure à présent? Pas loin de minuit, je crois. Non, il est déjà sonné. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux pour le groupe Horizon pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Encore une fois, nous nous retrouvons face à une posture politique de nos collègues de la France insoumise. Encore une fois, cette posture de la dénonciation permanente ne propose en contrepartie rien de constructif, ni d'alternatif. Encore une fois, dans une démarche à laquelle ils ne croient même plus, regardez à quel point ils sont nombreux, ils ne se déplacent même plus pour la soutenir. Encore une fois, dans cette démarche, il n'y a pas l'esquisse d'une majorité qui soit responsable, cohérente et capable de porter face aux Français un projet différent du nôtre. Voilà plus d'un an que les motions de censure se suivent et se ressemblent et que le théâtre exubérant des oppositions a pris en otage le fonctionnement normal de notre Assemblée. Sans que vous ayez été capable, chers députés de LFI, de démontrer une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois, qu'une majorité alternative à la nôtre pourrait exister, soutenir un gouvernement, gérer notre pays et lui donner autant de stabilité que nous faisons à nos institutions. Vous voulez nous faire croire qu'une motion de censure n'est que la conséquence logique du déclenchement par l'exécutif de l'article 49.3. Mais si cela était aussi logique, alors vous ne seriez pas les seuls à signer, aussi peu nombreux ce soir comme tous les soirs. Où sont vos alliés? Où sont-ils? Eux-mêmes, ils se lassent de vos jeux inutiles. Les 49.3 ne sont que la conséquence de l'incapacité des minorités à rentrer dans une discussion constructive, là en l'occurrence pour bâtir ce PLFSS. Car du temps, nous en avons passé sur ce projet de budget. Nous en avons passé en commission des affaires sociales, le débat a été réel et approfondi, tous les amendements ont été examinés et certains même de vos amendements ont été adoptés. Mais construire ne vous intéresse pas. Plutôt que cela, vous vous contentez de répéter la triste litanie selon laquelle tout irait mal. Alors je vous écoute, notre système de santé serait dans un état pire que catastrophique, plus personne ne voudrait y travailler, plus personne ne voudrait travailler à l'hôpital, les lits fermeraient par dizaines, par centaines, par milliers, les EHPAD seraient maltraitants, tous, la misère régnerait à tous les étages de l'hôpital, de notre système de santé. Tout cela est tellement caricatural que ces incantations ne deviennent pas vérité parce qu'elles sont simplement répétées en boucle. En vérité, vous adressez un message d'irresponsabilité aux Français et aux soignants
lorsque vous rejetez d'un revers de main un budget de la sécurité sociale de plus de 640 milliards d'euros, le tiers de notre richesse nationale. C'est un budget qui vise à les protéger. Alors pourquoi ne pas dire que depuis le Covid, les effectifs à l'hôpital sont repartis à la hausse? Pourquoi ne pas dire que les salaires à l'hôpital ont augmenté depuis ces dernières années? Pourquoi ne pas dire que ces derniers mois, les lits réouvrent à l'hôpital? Pourquoi omettre toutes ces vérités? Pourquoi ne pas dire aux Français que notre majorité a augmenté les dépenses d'assurance maladie de 54 milliards d'euros en 5 ans, là où la gauche s'était contentée de 10 milliards sur les 5 années précédentes? Et oui, chaque année depuis 2017, les budgets importants alloués à la sécurité sociale permettent la mise en œuvre de mesures sociales auxquelles les députés de gauche de l'hémicycle devraient être en principe attachés. Ne vous en déplaise, avec ce PLFSS pour 2024, nous pensons encore une fois les plaies et les blessures causées par le passé. Nous devons tenir un discours de vérité aux Français. Depuis 2017, pour la première fois, les actes pris ont été en adéquation avec les engagements du Président de la République. Le gouvernement a investi 19 milliards d'euros dans l'hôpital, alors que l'investissement hospitalier était tombé au plus bas entre 2012 et 2017. Il était même à l'os. Que vous le vouliez ou non, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'État aussi a été au rendez-vous pendant le Covid, notamment à travers du quoi qu'il en coûte et du Ségur de la santé. 9 milliards d'euros ont été débloqués, ce qui représente une augmentation de 10% des salaires nets. Sur les fiches de paye de tous les hospitaliers, cela a été très concret et continue à l'être. Donnez-moi donc un autre secteur qui a bénéficié d'une telle hausse en quelques mois. Alors certes, tout n'a pas été fait. Le chemin est encore long pour parvenir à remettre un système de santé, effectivement, qui reste malade et traversé de nombreux dysfonctionnements. Mais je l'ai toujours dit à cette tribune, le recours à l'article 49.3 de la Constitution n'est pas une sinécure. Néanmoins, lorsque les oppositions persistent à vouloir priver la sécurité sociale de l'un des budgets les plus ambitieux de ces dernières années, son utilisation est indispensable pour faire fonctionner le pays et pour faire fonctionner notre modèle social. Le gouvernement a mené un travail minutieux pour enrichir le texte en reprenant des amendements de tous les groupes parlementaires. 14 amendements proposés par le groupe Horizon et Apparentés ont été retenus dans la copie finale. Madame la Première ministre, nous en sommes pleinement reconnaissants. De nombreuses mesures renforcent la prévention. C'est évidemment une bonne nouvelle. Je pense en particulier à la grande campagne de vaccination contre les infections liées au papillomavirus, j'y arriverai, qui sera prise en charge à 100% dans tous les collèges pour les élèves de 5e, à la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans et à la prise en charge des protections menstruelles réutilisables pour les jeunes femmes et les plus précaires. Il y a des avancées et elles sont nombreuses. Il y a aussi quelques regrets, mais ils ne suffisent pas à tout rejeter. Ainsi, je regrette que nous ne soyons pas allés plus loin sur le sujet du sport-santé. Si l'introduction par le Sénat d'une expérimentation du remboursement de la prescription d'une activité sportive par un médecin pour les patients en temps de cancer constitue une première avancée, il nous faut être beaucoup plus audacieux. En effet, le sport sur ordonnance, c'est la reconnaissance que le sport joue un rôle majeur en matière de prévention, mais aussi d'accompagnement pour tous ceux qui sont en rémission ou touchés par les maladies chroniques. Faire travailler ensemble les professionnels de santé et les clubs sportifs pour favoriser cette pratique, c'est autant une manière de faire de la maladie une opportunité de prendre soin de soi que de réaliser des économies de santé dans un moment de rééquilibrage budgétaire en tension. Mais notre groupe est lucide et sérieux. Nous sommes conscients que ce PLFSS est un texte qui doit permettre d'atterrir après les années Covid et le quoi qu'il en coûte, qui a permis d'accompagner les acteurs de santé face à l'épidémie, ainsi que les établissements face à l'envolée des prix. Néanmoins, le niveau de dépenses et de déficit que nous avons connu pendant la crise n'est pas soutenable dans la durée. Faire croire le contraire est une hérésie. C'est pourquoi ce PLFSS pour 2024 s'inscrit pleinement dans une trajectoire de maîtrise des dépenses publiques, à l'heure où la menace des déficits est présente et que l'inflation commence à refluer. En dépit d'un contexte inflationniste persistant, nous ne devons pas oublier pour autant le besoin de réformes et de transformations nécessaires à l'adaptation de notre système aux nouveaux enjeux auxquels il est confronté. L'excellence de ce système de santé ne peut renaître qu'après l'application de réformes structurelles, au premier rang desquelles figure la réforme de son financement. Nous devons nous attaquer aux 30% de dépenses inutiles que produit notre système de santé, qui ne servent pas l'intérêt général en santé. Le sujet est connu, il est ancien, il est relativement consensuel, et le président de la République lui-même en avait fait le constat clair en septembre 2018. Ce sont les actes redondants, ce sont les actes inutiles, ce sont tout cela qui produisent des potentielles économies par milliards. Les vraies économies sont là, encore faut-il maintenant la volonté de s'y attaquer réellement. Par ailleurs, si le texte amorce une évolution sur la tarification à l'activité, en réduisant sa part dans le financement de l'hôpital et en amplifiant les modes de financement par dotation sans lien direct avec l'activité, il conviendra sans doute que les prochains PLFSS soient plus audacieux en prolongeant et amplifiant ces réformes. Pour y parvenir, je suis convaincu que la construction du PLFSS pour 2025 doit commencer très rapidement avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
Il nous faut mettre en œuvre, et non pas à quelques semaines de l'examen du texte, une méthode de co-construction afin que nous, parlementaires de cet hémicycle, les commissaires aux affaires sociales, puissions réfléchir ensemble aux vraies réponses pour moderniser notre système de sécurité sociale. Depuis le début de la législature, nous avons su faire œuvre utile sur des sujets qui concernent notre système de santé, à l'image de la proposition de loi que j'ai eu l'honneur de présenter visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels. Ce texte a été adopté en première lecture à l'Assemblée et puis par le Sénat et reviendra devant notre Assemblée dans les prochaines semaines. Les discussions nourries et fructueuses avec les députés de tous bords en amont de la discussion en séance publique ont permis de dessiner de nombreuses convergences. C'est dans cet état d'esprit que nous devrions, je pense, élaborer ainsi le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque pérenniser et moderniser notre système de protection sociale ne peut être l'apanage que d'un seul parti politique. Mes chers collègues insoumis, plutôt que de s'opposer par posture et par plaisir, il nous faudra chercher des compromis, des solutions et privilégier finalement l'intérêt général. Devant l'impossibilité de mener des débats apaisés depuis le début de l'examen de ce PLFSS pour 2024, la voie de responsabilité est toujours celle de ce gouvernement et de la majorité à laquelle nous appartenons. C'est pourquoi le groupe Horizon et Apparentés vous réaffirme sa confiance, Madame la Première ministre, et s'oppose fermement à cette motion de censure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Benjamin Lucas pour le groupe écologiste. Pas si bien dire. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, mon excellent collègue Arthur Delaporte vous évoquait tout à l'heure le théâtre. J'avoue que moi aussi, un dimanche soir à cette heure-ci, je peux être parfois tenté, non, amateur seulement, être tenté par une activité plus culturelle que politique. Regardez un bon film, par exemple. Je dis plus culturel que politique, mais je crois que la politique se niche partout ou presque. C'est donc parfois dans les œuvres que l'on puise la compréhension de phénomènes humains ou démocratiques. Et je dois dire que j'ai compris ce qu'il se passait ici en regardant la semaine dernière un merveilleux film, Vous voyez, j'ai encore des progrès à faire pour être acteur dans la diction. Un merveilleux film d'Henri Verneuil, I comme Icare, datant de 1979. Je vous le conseille à toutes et à tous. Je ne veux pas en dévoiler ici l'intrigue, peut-être que certaines et certains d'entre vous la connaissent, mais seulement vous évoquez une scène qui a agi sur moi comme un révélateur du sujet qui est au cœur duquel nous sommes, avec votre usage compulsif, brutal de l'article 49 alinéa 3, au nom du seul fait qu'il est inscrit dans la Constitution et que vous avez tout à fait le droit d'y recourir. Cette scène, donc, c'est la visite du procureur Volney, joué magnifiquement par Yves Montand, dans un laboratoire de recherche. Cette scène n'est pas le produit, mes chers collègues, de la seule imagination du cinéaste. Elle donne à voir une illustration dans la fiction d'une expérience bien réelle, celle du professeur Stanley Milgram. Je vous la résume, cette expérience. Un laboratoire scientifique publie une annonce, un appel à participer à une expérience sur l'apprentissage. Dommage que Monsieur le ministre de l'Éducation nationale ne soit pas là. On explique que le but de cette expérience, c'est d'évaluer... Pardon, excusez-moi, Madame la ministre, je ne vous avais pas vu. Donc, justement, ça va vous parler d'autant plus. Donc, un laboratoire scientifique publie une annonce pour participer à une expérience sur l'apprentissage. On explique que le but de l'expérience est d'évaluer l'efficacité de certaines méthodes sur la mémorisation. Les participants entrent dans le laboratoire par groupe de 2, reçus par une équipe de scientifiques en blouse blanche, portant ainsi la marque de leur autorité. À ce moment-là, on effectue un tirage au sort pour répartir les rôles entre les 2 participants. L'un sera l'élève, l'autre le professeur. On installe l'élève sur une chaise, on la relie à des électrodes. Le professeur est lui placé derrière une console électrique qui contrôle ces électrodes, avec une liste de mots à dicter à l'élève pour qu'il les retienne. L'élève doit les mémoriser, il devra ensuite associer le bon mot à celui prononcé par le professeur. J'imagine que tout le monde a bien suivi jusqu'ici. À chaque erreur, le professeur aura le devoir de lui envoyer une décharge électrique, légère au départ, puis de plus en plus puissante à chaque erreur. À chaque erreur, elle augmente donc de 15 volts, allant jusqu'à 450 volts. Au bout d'un certain nombre d'erreurs, donc, de décharges de plus en plus fortes, le professeur se rend bien compte que l'élève souffre, que le mal infligé est douloureux. L'élève gémit, crie et enfin supplie d'arrêter, de mettre un terme à l'expérience. Mais le scientifique qui se tient aux côtés du professeur lui demande de continuer et lui interdit d'interrompre l'expérience. C'est le moment où le sujet professeur commence à entrer dans un conflit moral.
il voit bien que ce qu'il est en train de faire n'est pas normal. Il a conscience que le rôle de la recherche scientifique ne doit pas être de faire souffrir. Un laboratoire scientifique n'est pas censé être un espace de torture. À chaque hésitation du professeur, le scientifique l'enjoint à poursuivre. D'abord en lui disant « Veuillez continuer s'il vous plaît ». Puis en lui disant que l'expérience exige qu'il continue. Puis qu'il est absolument indispensable qu'il continue. Et enfin, qu'il n'a pas le choix, qu'il doit continuer et obéir. En réalité, l'expérience de Milgram a pour but d'évaluer le degré d'obéissance d'un individu à l'autorité, à une autorité perçue comme légitime. On révèle à la fin au professeur que le but réel de l'expérience, c'était d'évaluer son degré d'obéissance à l'autorité et que l'élève était un acteur jamais soumis aux électrodes. Ce qui est testé, c'est donc la soumission. La soumission étant entendue comme une action qui va à l'encontre de la conscience morale de l'individu, une action qui crée un conflit moral. Serions-nous, Madame la Première ministre, nous parlementaires, les sujets d'une expérience de Milgram d'un genre nouveau, visant à évaluer le degré de soumission de la représentation nationale à une autorité, celle de l'exécutif, qui nous contraindrait à envoyer sur la démocratie des décharges de plus en plus fortes jusqu'à la faire s'écrouler. Mes chers collègues, allons-nous encore longtemps accepter de laisser faire aveuglément un pouvoir qui ne nous laisse même plus discuter, amender, voter? Allons-nous entendre enfin notre démocratie qui supplie qu'on la laisse respirer? Un Parlement n'est pas censé être un espace de maltraitance de la démocratie. Combien de volts allons-nous encore infliger au débat public qui doit pourtant pleinement vivre dans cet hémicycle? Cette fois, ce n'est pas un film, c'est la réalité. Ce n'est pas une expérience de laboratoire, c'est une mise en pratique dans le réel, au cœur du temple de la démocratie parlementaire. Voilà, nous répétons à chaque motion de censure des arguments. J'espère que peut-être l'appel à la fiction, l'appel à la science, à la recherche, vous permettra de prendre conscience de la réalité de ce que nous vivons ici et qui n'est ni une pièce de théâtre, ni une fiction, ni un film, ni une comédie, ni un vaudeville, comme vous le rappelez mon collègue Delaporte. Mais je vais terminer mon propos, Monsieur le ministre de la Justice, si vous pouviez me laisser terminer sans m'interrompre. Je sais que vous le faites systématiquement. Cette fois, vous êtes là. La dernière fois, vous en étiez empêché. J'aimerais pouvoir terminer mon propos, Madame la Présidente. Ce serait bon de rappeler au gouvernement qu'il est ici l'invité des parlementaires. En plus, un dimanche soir, c'est quand même plutôt chaleureux de vous accueillir ici et de discuter. J'ai essayé, vous voyez, j'ai presque fini, je n'ai même pas utilisé mes 10 minutes de temps de parole. J'ai essayé, à travers l'exemple de l'expérience de Milgram, de vous dire que ce qui se joue, c'est en réalité notre capacité à démontrer que ce Parlement peut être souverain, peut être légitime à, pardon, excusez du peu, faire la loi, en débattre, en discuter, et que vos 49.3 compulsifs qui interviennent sans même que nous n'ayons pu discuter, il paraît même qu'un est en préparation pour ce soir, dès le début même de la discussion générale qui va être la nôtre, que tout ça épuise notre démocratie, qu'elle suffoque, qu'elle vous invite à un peu de raison, d'intelligence collective et de respect des parlementaires que nous sommes. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pierre Dharréville du groupe Gauche démocrate et républicaine pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers et chers collègues, c'est entendu, nous voterons la censure de votre gouvernement, Madame la Première ministre. Nous le voterons parce que nous sommes toujours empreints d'une grande colère, parce que la politique que vous menez est une politique de casse et de classe, une politique de casse des solidarités, des droits, du commun, que c'est une politique finalement qui protège, qui sert les intérêts d'une poignée de puissants, des plus riches, de la finance, et qui maltraitent le monde du travail et de la création. C'est entendu, et le BIB, le bonheur intérieur brut, est en chute libre dans notre pays. C'est une raison fondamentale pour nous, pour voter contre le budget de la sécurité sociale que vous nous proposez, qui n'est absolument pas à la hauteur de la crise sociale que nous connaissons, qui se développe, et des besoins, des enjeux sanitaires et sociaux. Vous avez beau parler en milliards pour impressionner les gens, en réalité, ce sont des milliards qui font défaut. Ensuite, finalement, Lucky Luke est largement battu. Vous êtes la femme la plus rapide de l'Ouest. Vous dégainez le 49.3 de plus en plus vite. Et évidemment, nous ne pouvons nous satisfaire de cette manière de faire, de cette politique-là qui vise à empêcher le Parlement de discuter. Et alors que vous vous attachez à nous rendre impuissants, nous cultivons, nous, l'obsession, Madame la Première ministre, l'obsession d'être utile.
Nous le sommes utiles dans la résistance à chaque fois que nous pouvons arracher un certain nombre de mesures positives. Et nous le sommes aussi dans les propositions et les idées que nous mettons sur la table pour demain. Mais je pourrais dresser un réquisitoire implacable contre votre politique, ça ne serait absolument pas une prouesse, vous en conviendrez. Je voudrais rendre utile les 10 minutes qui me sont consacrées, en abusant un peu de la gentillesse des collègues qui m'ont confié la tâche de les représenter ici ce soir, en vous proposant de convoquer ad hoc un comité interministériel concernant les enjeux de mon territoire, si vous le permettez. Je voudrais vous parler, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, du golfe de Fos et de l'ouest de l'étang de Berre. Dans ce territoire, ce magnifique territoire, il y a sans doute le premier port de France, il y a la plus grande base aérienne du pays, il y a une grande zone industrielle d'Europe. C'est un territoire d'équilibre avec de l'industrie, des villes populaires et avec des zones naturelles préservées. Souvent, nous avons dû batailler pour nous faire respecter et c'est ce que je fais à cet instant. Nombre d'infrastructures qui nous avaient été promises au moment où la zone industrielle-portuaire a été lancée n'ont pas vu le jour au bout du compte et nous avons pris beaucoup de retard. Notre territoire est un territoire stratégique pour notre pays et sans doute au-delà. Là se joue une part de la décarbonation de notre industrie, une part de la réindustrialisation du pays, une part de la transition énergétique, écologique et sociale, avec de nouveaux projets d'implantation nombreux sur cette zone et notre zone industrielle portuaire va donc connaître un second souffle. Notre territoire va changer. C'est une belle aventure qui peut s'ouvrir à celles et ceux qui vivent et travaillent sur notre territoire, dans ce coin de Provence, à condition qu'elles en soient partie prenante et ne soient pas contraints d'en payer le prix. Mais pour l'instant, la puissance politique et, je dois dire, l'État ne sont pas au rendez-vous. Voilà de longs mois que je frappe à toutes les portes d'un certain nombre de ministères, de grandes administrations, de grandes entreprises, pour faire entendre cette voix. Et je profite donc, Madame la Première ministre, que nous soyons ici réunis, et je prends d'autant plus les devants que j'ai ouï dire qu'il y allait y avoir un conseil interministériel à Dunkerque concernant les enjeux dunkerquois. Et je me permets donc d'utiliser ce moment pour vous parler de ce qui se passe chez moi. Monsieur le ministre de l'Industrie, les entreprises déjà installées sont en train peu à peu de modifier leur process et c'est une bonne chose. Il faut accélérer le mouvement de ce point de vue-là et je veux dire l'extrême vigilance à avoir à l'égard des mouvements de capitaux et je pense particulièrement à une entreprise Ascométal. Je suis un peu préoccupé par ce qui se profile, en tout cas vigilant, et donc je voulais le souligner au passage. Vigilant également à l'égard de l'utilisation de l'argent public qui doit vraiment servir une stratégie de transition et nous permettre de gagner en maîtrise publique. J'ajoute à cela la nécessité de planifier et de mieux organiser également l'économie circulaire où sur notre zone, il y a un certain nombre de possibilités qui ne sont pas exploitées. Et pourquoi pas un incubateur industriel avec de la recherche pour que nous puissions avoir une capacité d'expertise augmentée, publique, permettant d'agir sur la transformation de l'industrie. L'un des plus grands défis, Madame la Première ministre, est celui des transports. Notre grand port, toujours en croissance, est relié au réseau ferré par une voie de chemin de fer et à la route par une route départementale. Nous sommes largement en dessous déjà aujourd'hui de ce que notre port aurait besoin pour faire face. Nous avons besoin donc d'investir dans le ferroviaire pour le fret, pour les voyageurs, pour les habitantes et les habitants de nos villes, pour celles et ceux qui travaillent. Et cette revendication est incontournable pour relever le défi climatique et le défi du quotidien. Et pour l'instant, je dois dire que je ne vois rien venir. Il faut que des choses se dégagent rapidement. Et les infrastructures routières également sont déjà saturées, avec une mise en danger du point de vue de la sécurité et de la santé pour les populations. Et j'espère que le contournement de Martigues et de Port-de-Bouc ne sera pas une nouvelle fois repoussé. Ça fait des décennies que ça dure. Sur l'ensemble de ces enjeux, il faut un plan global intégrant y compris le fluvial. Autre défi, celui de l'électricité. Madame la ministre de la Transition énergétique, c'est un sujet sur lequel il y a des choses qui sont lancées, il faut le dire, et avec une vigilance particulière à avoir, avec y compris une augmentation des besoins domestiques et également, évidemment, avec tout ce que je viens d'indiquer, une augmentation des besoins du point de vue industriel et aussi du point de vue des transports.
Le quatrième défi, Monsieur le ministre du Travail, c'est celui de la formation professionnelle. Pour affronter tout cela, il y aura besoin de former massivement un certain nombre de femmes et d'hommes, de jeunes. Nous avons réussi à préserver des outils, je pense au centre AFPA qui était menacé de fermeture. Il faut maintenant lui donner les moyens d'aller de l'avant et déployer une stratégie offensive pour construire des réponses en matière de formation professionnelle qualifiante et répondre aux besoins de formation, notamment dans le cadre de cette transition que je suis en train d'évoquer. Il y a aussi d'autres métiers, il ne faut pas se concentrer que là-dessus. Il y a une filière cinéma chez nous, et voilà. Il faut également aider à sécuriser l'emploi et les parcours et travailler sur les métiers. C'est un enjeu décisif pour cela. Madame la ministre des lycées professionnels, je crois qu'il ne faut pas affaiblir l'offre de formation en la matière. Et puis, il faut aussi renforcer, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, les formations d'enseignement supérieur dans notre territoire. Nous sommes sous-dotés, il va y en avoir besoin, il va y avoir besoin de métiers très différents. L'enjeu environnemental appelle aussi en soi des investissements. Monsieur le ministre de l'Environnement, la protection de la forêt, des étangs, de la mer, de l'air. Je demande, Madame la ministre de la Santé environnementale, je demande, et je vous en ai fait part depuis très longtemps, que nous soyons territoire pilote dans la lutte contre les pollutions atmosphériques. J'espère que cette idée va pouvoir prospérer. Et je voudrais insister sur les investissements massifs nécessaires pour mieux protéger notre étang de Berre et faire un autre usage de l'eau qui arrive par la chaîne hydroélectrique Durance-Verdon. Il y a de grands investissements qui peuvent être utiles et rentrer en synergie avec tout cela. Nous ne pourrons pas investir simplement dans le développement industriel. Il faut investir aussi pour la nature et pour notre environnement sur la base des travaux que nous avons faits avec Jean-Marc Zulesi et Éric Diard. Je veux insister, Madame la ministre des collectivités territoriales, sur la nécessité de donner aux communes notamment les moyens de faire face à ces transformations et de pouvoir déployer les infrastructures et les services publics. Je pense particulièrement à la question du logement public sur laquelle il y a une tension considérable pour faire face aux enjeux de transformation de ce territoire. À quoi il faut ajouter aussi la mise à niveau des services de l'État. Et je dois dire que déjà, nous ne sommes pas au niveau nécessaire. Je pense aux douanes, je pense à la police nationale, je pense à l'inspection du travail, aux inspecteurs, inspectrices des installations classées, etc. La liste pourrait être longue, évidemment. Comment ne pas parler de l'éducation nationale? Enfin, comment imaginer que l'hôpital de Martigues, Monsieur le ministre, nous en avons parlé, qui n'est pas situé sur la zone par hasard, ne voit pas ses projets de rénovation pleinement soutenus, et nous ne sommes pas au niveau à ce stade. Sa capacité de soins doit être développée, son offre de soins doit être développée, et ça appelle un investissement dans l'humain, comme dans tous les hôpitaux de notre territoire, mais aussi dans les infrastructures pour que nous soyons véritablement capables de faire face à l'avenir, à ce qui est en train d'arriver. Je crois, Madame la Première ministre, qu'il n'existe encore que des visions trop parcellisées de ce qui est en train de se passer, que cela fragilise les perspectives. L'idée d'une opération d'intérêt national sans établissement public est sur la table, il faut l'étudier, comme celle d'un contrat de projet partenarial d'aménagement. Et ce que je mets en débat, c'est un plan d'investissement territorial exceptionnel qui soit adapté aux mutations à caractère stratégique national auxquelles notre territoire est confronté, car c'est bien de cela dont il s'agit. Nous ne voulons pas subir les transformations qui doivent permettre à notre pays de mieux affronter les défis contemporains. Moi encore en être victime, nous voulons en être actrices et acteurs, les décider, les accompagner. Nous voulons qu'elles nous permettent de vivre mieux et de vivre bien. De tout cela, je n'aurais jamais pu parler dans la séquence budgétaire. Ça dépense d'ailleurs largement le cadre d'un budget. Ça montre le besoin d'action publique. Et c'est pourquoi je veux donner l'impulsion et je vous tends la main, Madame la Première ministre, s'il y a moyen d'avancer. Mais il n'y a pas d'ambiguïté. De l'autre main, je voterai la censure. Je la voterai, quoi qu'il en soit, naturellement. Et si vous me le permettez, Madame la Présidente, la séance du comité interministériel est levée. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Estelle Youssoufa pour le groupe LIOT pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, notre démocratie est malade, c'est le constat qui s'impose et je déplore votre incapacité à trouver des consensus sur des enjeux aussi importants que ceux liés à la santé de nos compatriotes. C'est le constat qui s'impose lorsque nous lisons que le président de la République tense les partenaires sociaux, patronats et syndicats. Pour quelles raisons ils ont eu le malheur de se mettre d'accord sur le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Au nom de notre attachement au paritarisme, cœur de notre modèle social, nous vous avons dit notre résolution à lutter contre la ponction de l'Agirc-Arrco
que vous envisagiez pour financer le déficit du régime général de retraite. Si nous ne voterons pas la motion de censure, c'est parce que vous avez renoncé à cette ponction unilatérale et injuste. C'est aussi parce que vous avez renoncé à une autre mesure injuste, votre projet d'augmenter la franchise sur les médicaments et la participation forfaitaire pour les consultations. Pour autant, ne pas voter cette motion de censure ne signifie pas que nous vous accordons notre confiance, ni que nous vous encourageons à cette accumulation de 49.3. Je vous retourne les mots du président de la République aux partenaires sociaux. Madame la Première ministre, réveillez-vous. Car notre démocratie est malade, notre système de santé est, lui, à bout de souffle. Nous connaissons tous l'engorgement de nos hôpitaux. Ces derniers jours, c'est l'épidémie de bronchiolite qui déborde les services d'urgence pédiatrique. Les Français nous disent aussi leur difficulté à trouver un médecin traitant et nous voyons les déserts médicaux s'étendre. Malgré les mesures que vous prenez, malgré les numerus apertus, ces déserts s'étendent. La situation est dégradée, mais elle l'est encore plus dans les territoires ultramarins. Et à Mayotte, que je représente ici, la situation n'est pas rouge, elle est cramoisie. Vous savez tous la crise de l'eau qui fait basculer Mayotte, mais l'autre crise qui nous accable est celle de l'effondrement de notre seul hôpital. Le centre hospitalier de Mayotte subit depuis un an une hémorragie de médecins sur fond de règlement de compte entre la direction et les praticiens. Les médecins ont appelé l'administration et les inspections au secours en dénonçant l'insécurité pour les patients avec un nombre d'événements indésirables alarmants. C'est le jargon administratif pour dire que les malades à Mayotte sont en danger parce que les urgences sont quasiment sans médecins, dans un tel état de désorganisation que les soignants qui sont encore en poste redoutent de commettre de la maltraitance médicale. Et c'est gravissime. Actuellement, le service des urgences de Mayotte ne compte que 6 médecins titulaires sur les 37 postes offerts, 6 sur 37. Faute d'encadrement, les urgences de Mayotte ont perdu leur agrément pour accueillir les internes océan Indien et lancé le recrutement de 3 faisant fonction d'internes venus de Madagascar et des Comores. C'est-à-dire que Mayotte est en train actuellement de dépouiller ses pauvres voisins des quelques médecins en formation pour compenser la guerre des égos du CHM et faire avancer du même coup le projet de sortie totale de la santé de Mayotte du système national. C'est-à-dire que Mayotte dépouille ses pauvres voisins de ces quelques médecins et les patients étrangers vont continuer d'affluer à Mayotte et alimenter ainsi l'effondrement de notre maigre système de santé totalement asphyxié. Parce qu'à Mayotte, un patient sur 2 dans notre hôpital est étranger. Par dérogation, le patient étranger ne cotise ni ne paie pour ses soins à Mayotte. Par dérogation, il n'y a pas d'aide médicale d'État à Mayotte, ni de CMU à Mayotte. C'est-à-dire que l'État a fait le choix de garder pour la santé des étrangers 50 centimes de chaque euro dépensé dans notre hôpital à Mayotte. C'est une aberration et un combat que je mènerai dans le cadre du projet de loi immigration. Parce que cette pseudo-générosité se fait aux dépens de la santé des Mahorais, purement et simplement. Et c'est une générosité à minima, puisque les dépenses de santé s'élèvent à 418 millions d'euros par an à Mayotte, alors que nous sommes en réalité au moins 450 000 habitants. L'État investit donc 929 € par habitant pour la santé à Mayotte, contre 3 475 € par habitant dans l'Hexagone, c'est-à-dire 3 fois moins. Et le mode de financement du CHM doit être revu, notre deuxième hôpital enfin de sortir de terre. On nous dit que l'État ne veut pas alimenter d'appels d'air à Mayotte. Parlons-en. Parce que je crois, Madame la Première ministre, que l'État fait des économies sur la santé des Mahorais en se cachant derrière cette hypocrisie. La moitié des prestations sociales n'existent pas à Mayotte. Lorsqu'elles existent, leur montant n'atteint que la moitié du niveau national. Ni le Code de la sécurité sociale, ni le Code du travail ne sont appliqués sur notre île. Les retraites sont indigentes parce que l'État plafonne et refuse que les Mahorais puissent effectivement cotiser normalement. Mais l'État rend par contre gratuit les soins aux étrangers. L'accouchement est gratuit à Mayotte pour les étrangères, par dérogation. Vous créez donc l'appel d'air pour mieux justifier de sacrifier les Mahorais et nourrir notre exode médical et social. Nous, Mahorais, devons quitter notre île pour nous soigner et bénéficier de nos droits sociaux.
Lors du comité interministériel Outre-mer cette semaine, nous avons demandé une convergence des droits pour Mayotte dès 2026. Nous, à Mayotte, sommes français depuis 1841. Nous sommes département depuis 2012. Ça suffit, l'égalité, c'est maintenant. Pas demain, pas avant-hier, pas dans 10 ans, pas dans aucune date, maintenant. J'ai protesté auprès de votre gouvernement, mais aussi de la présidence de la République, sur la question du plan régional de santé, commis par votre ARS. Alors que notre île fait face à un défi démographique hors du commun, les autorités de santé à Mayotte ne présentent aucune politique de limitation des naissances. Pas de planning familial, ni de plan massif d'éducation sexuelle ou de sensibilisation aux violences sexuelles. Il est important pour moi de dénoncer la logique de santé publique qui préside à ce PRS. Pour Mayotte, notre santé passe nécessairement par l'île de la Réunion, à 1500 km. La logique des évacuations sanitaires est une aberration pour la santé des Mahoraises et des Mahorais. C'est aussi un coût explosif pour la dépense publique. Comprenez que pour un patient mahorais, une évacuation sanitaire signifie un transfert en ambulance de l'hôpital, puis en bateau, puis un autre transfert en ambulance, avant de prendre l'avion pendant 2 heures et d'être à nouveau transféré en ambulance. C'est autant de prises que de risques médicaux. Cela prend en moyenne 8 heures. Ce sont des opérations de transfert qui sont des risques pour les patients et cette logique opère depuis des années sur la santé des Mahorais. Alors que les experts répètent que l'éloignement des patients de leur famille, mais aussi la distance, loin de leur environnement familier, diminue leurs chances lors des traitements. La logique de déploiement régional de la santé se fait au détriment des Mahorais et tous les investissements pour les plateaux techniques de qualité et des projets médicaux se font hors de notre île. Je veux aussi vous dire que depuis le début de mon mandat, je n'ai de cesse de demander aux recteurs successifs, aux présidents de l'université locale, mais aussi aux directeurs de l'ARS et aux directeurs de l'hôpital, de développer les filières de formation des médecins à Mayotte, pour que les jeunes Mahorais qui le souhaitent puissent un jour soigner la population. Mais rien n'est fait pour que les filières PASS puissent être débloquées et créées à Mayotte avec des places bloquées pour les patients mahorais, les étudiants mahorais. Parce que nous savons que la poussée démographique de Mayotte n'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Il y a parmi tous nos jeunes, statistiquement, nécessairement, les médecins de demain. La décision poussée par le ministère de l'Enseignement supérieur de construire un statut dérogatoire pour le centre universitaire de Dembéni augure mal des ambitions de l'État à Mayotte. Pour l'avenir de notre île, il est impossible de construire un avenir sans nos enfants, sans nos cerveaux, sans une éducation supérieure de qualité. Et l'obsession de l'État pour les écoles primaires, les collèges et les lycées masque mal l'absence totale d'ambition pour les formations professionnelles, l'enseignement universitaire, les partenariats internationaux qui permettront à nos jeunes de Mayotte de devenir les cadres de demain, les médecins des hôpitaux de Mayotte, les ingénieurs de la manne pétrolière et gazière du canal du Mozambique. À aucun moment, nos interlocuteurs au niveau de l'État à Mayotte ne semblent envisager l'excellence, la réussite ou l'ambition de notre territoire pour un avenir meilleur. Nous sommes à Mayotte visiblement condamnés à la médiocrité, condamnés à rester la succursale de l'immigration comorienne pour l'éducation comorienne, la santé comorienne qu'exigent des immigrants clandestins qui arrivent quotidiennement par bateau. Nous vous attendons, Madame la Première ministre, dans les prochains jours à Mayotte. Nous espérons que vous aurez des promesses et surtout des résultats concrets pour notre île. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Emmanuel Pellerin pour le groupe Renaissance. Ça monte, c'est génial, j'adore ce truc. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, d'aucuns considèrent que la folie consiste à faire inlassablement la même chose tout en espérant obtenir un résultat différent. Collègues de la France insoumise, vous conviendrez que l'exercice auquel nous nous prêtons une nouvelle fois aujourd'hui leur donne raison.
Je vous le demande avec le dernier degré de sincérité dont je peux faire preuve. Quel est l'objectif de cette énième motion de censure? N'avez-vous pas vous-même oublié le sens de cette opposition permanente et caricaturale que vous nous servez depuis le début de la législature? Je suis au regret de vous le dire, mais les mêmes causes produiront systématiquement les mêmes effets. Une fois de plus, vous ne parviendrez pas à renverser le gouvernement. Une issue heureuse, car quand bien même cette motion serait adoptée, que feriez-vous ensuite? Vous refusez de former une majorité alternative avec le Rassemblement national, cela vous honore. Mais tout respectable soit-elle, cette décision vous interdit par la même occasion d'obtenir les moyens de vos ambitions. Pour le dire plus simplement, vous êtes coincés et dépourvus, sinon du bruit, de la fureur, du tumulte et du fracas. Ces mots d'ordre qui peinent à quitter vos esprits malgré l'absence en ces lieux de celui qui les y a placés. Cette situation est en vérité fort regrettable, car il ne tient qu'à vous de sortir de cette ornière où vous maintiennent vos propres dogmes. Vos futurs ex-partenaires de la NUPES l'ont bien compris, au point qu'ils ne s'interdisent plus de voter en faveur de mesures dont ils savent qu'elles sont bénéfiques pour les Françaises et les Français. L'exemple le plus récent qui me vient à l'esprit concerne la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, que nous avons adoptée jeudi dernier avec le soutien des groupes socialistes et écologistes. Initialement animés d'une hostilité ouverte et franche vis-à-vis du texte, les discussions et les engagements pris de manière consensuelle, tant avec la majorité qu'avec le gouvernement, ont eu raison de leur réticence première. Une victoire, incontestablement, mais une victoire pour nos aînés et pour celles et ceux qui s'occupent d'eux au quotidien. Cette victoire, vous auriez pu en être acteur, mais une fois de plus, vous avez préféré vous opposer par principe à des mesures que nous n'en doutons pas, vous approuvez en votre fort intérieur. Ne craignons pas les mots, collègues insoumis. Il y a quelque chose de profondément puéril dans le fait de concevoir l'exercice de votre mandat à l'aune du conflit permanent. Lentement mais sûrement, vos alliés vous feront défaut, car ils savent que cette posture est incompatible avec les intérêts des Françaises et des Français. Mais venons-en au terme de votre motion de censure, puisqu'il vous plaît de nous réunir ad nauseam pour discuter de vos remontrances. Celle-ci débute par l'une de ces contradictions auxquelles vous nous avez désormais habitués. D'une part, vous indiquez que les parlementaires n'ont pas pu se prononcer sur le budget de la sécurité sociale, puis d'autre part, vous fanfaronnez sur le rejet du PLFSS en commission des affaires sociales le 20 octobre dernier. Ce que vous omettez de rappeler, c'est que ce même PLFSS pour 2024 a été adopté, et largement adopté en commission, mercredi dernier, tout comme la première partie du texte ce jeudi, cette fois ici même, dans cet hémicycle. À date, et jusqu'à preuve du contraire, les députés se sont bel et bien prononcés sur le budget de la sécurité sociale, et ne vous en déplaise, ils l'ont approuvé. Le paragraphe suivant interpelle encore plus. Dans celui-ci, vous regrettez le rétablissement, approuvé par la Commission des affaires sociales de notre Assemblée, de dispositions supprimées ou altérées par le Sénat. Comment comprendre que vous émouviez du retour de la réforme du prélèvement social des micro-entrepreneurs et des plateformes? Collègues, tout comme nous, vous avez à cœur les droits des travailleurs, et pourtant vous opposeriez à une mesure qui permettrait de s'assurer qu'ils bénéficieront bien de leurs droits sociaux? C'est incompréhensible. Comment comprendre que vous émouviez d'un hypothétique prélèvement sur l'excédent de recettes généré par la réforme des retraites pour l'Agir Cargo? Collègues, tout comme nous, vous avez à cœur le niveau de vie des retraités les plus modestes. Et pourtant, vous opposeriez à un prélèvement qui, s'il devait advenir, permettrait de revaloriser les petites pensions du régime général? C'est encore incompréhensible. Comment comprendre que vous émouviez d'un rétablissement de l'Ondam pour 2024? Collègues, tout comme nous, vous avez à cœur la santé des Françaises et des Français. Et pourtant,
vous vous opposeriez à ce que près de 250 milliards soient employés afin de préserver celle-ci. C'est encore incompréhensible. Tout ceci n'est que posture de votre part, mais il convient que celles et ceux qui suivent nos débats le sachent, le rejet du projet de loi de financement de la sécurité sociale aurait pour conséquence pure et simple de paralyser la solidarité nationale. Malades, familles, travailleurs, personnes en situation de handicap, retraités, toutes et tous se retrouveraient seuls face aux épreuves de la vie. Et pourquoi ? Parce que des parlementaires d'opposition auront sacrifié leurs intérêts sur l'autel des basses manœuvres politiciennes. Tant que nous serons aux responsabilités, jamais nous ne laisserons pareille chose advenir. Le groupe Renaissance ne votera évidemment pas cette motion de censure, mais il redit encore et redira autant qu'il le faudra son plein et entier soutien au gouvernement de Madame Elisabeth Borne. Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Philippe Ballard pour le Rassemblement national. Ah oui, merci. Je veux bien, j'ai un chat dans la gorge. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, je vais commencer mon intervention par la conclusion. Le groupe Rassemblement national ne votera pas cette motion de censure. Alors du coup, comme il me reste un petit peu de temps, je vais vous dire pourquoi, je vais essayer de développer quand même. En fait, la NUPES, et particulièrement la France insoumise, c'est un petit peu comme le gouvernement. Vous abîmez la démocratie, vous désacralisez la politique. Pourquoi déposer une 17e, 18e, on ne sait même plus d'ailleurs, motion de censure? Vous savez très bien qu'elle n'a, mais alors strictement, aucune chance d'aboutir. Aucune. Alors quelle est la raison? C'est pour avoir le plaisir de se retrouver un dimanche soir, tous ensemble, là, dans l'hémicycle? Ou c'est pour vos réseaux sociaux? Moi, je penche plutôt pour la deuxième solution. Une petite remarque au passage, seule la France insoumise l'a signé cette motion. Mais qu'est-ce qui se passe au sein de la NUPES? Qu'est-ce qui se passe? Ça affaiblit? C'est plus que c'était quand même, la NUPES là. Non, franchement, chers collègues, comme aurait dit Aimé Jacquet, musclez votre jeu là, musclez votre jeu. Bon, enfin, cela dit, vous le faites suffisamment souvent. Bon, ça franchement, c'est pas sérieux. Alors quant au gouvernement, 18e 49.3. Alors qu'est-ce que vous recherchez en fait? Alors c'est peut-être à rentrer dans le Guinness des records, c'est peut-être ça, il faut dire que vous êtes bien parti. En tout cas, ce 49.3 confirme que vous êtes en totale contradiction avec vos déclarations et vos engagements. Vous nous parlez d'écoute des oppositions, de bienveillance, de co-construction, mais on attend toujours. On a plutôt des passages en force, un refus du débat parlementaire et un déni démocratique. Le temps passe et vous ne changez pas de méthode. Il se trouve qu'il y a un an, j'étais à cette même place, et vous, Madame la Première ministre, à cette même place également. Nous étions dans l'hémicycle pour débattre, et oui, d'une motion de censure déposée dans le cadre du PLFSS. Alors je l'ai relu, mon intervention, pas le PLFSS 2022, eh bien je vais vous redire les mêmes choses, mais en condensé, comme ça on va gagner un petit peu de temps. Marine Le Pen et le groupe Rassemblement national vous mettaient il y a un an en garde sur la véracité des comptes de la Sécu. Il y avait eu à ce sujet, et c'est important, des recommandations de la Cour des comptes. Marine Le Pen et le Rassemblement national parlaient de projections approximatives sur les années à venir. Alors un an plus tard, c'est la même chose, le déficit va se creuser, s'envoler. Parallèlement, le taux de prélèvement obligatoire est toujours en France le plus élevé d'Europe. Les Français cherchent avec une loupe les baisses d'impôts et de taxes. En résumé, soit vous avez du mal avec la gestion des finances publiques, soit vous détruisez volontairement le système de santé français, ou alors en fait c'est un petit peu les deux à la fois. Depuis un an, est-ce que, question très simple, est-ce que la situation s'est améliorée pour les Français? Quelques indices avant de répondre. Y a-t-il toujours une pénurie concernant certains médicaments? Réponse oui. Y a-t-il toujours des déserts médicaux? Et dans ma circonscription, ce n'est pas des déserts, d'ailleurs, c'est une toundra médicale. La réponse est oui. La durée d'attente aux urgences est-elle réduite? Réponse non. Le personnel des hôpitaux publics est-il épanoui? Réponse non. Les professionnels libéraux vous applaudissent-ils? Réponse non.
Alors il y a quand même une ligne budgétaire qui ne souffre pas, c'est celle de l'AME. Pour une bonne prise en charge médicale, j'attendais, vous avez été long à réagir là. Pour une bonne prise en charge médicale, il vaut mieux être clandestin en France que français vivant en France. Vous savez, ceux qui travaillent, payent leurs cotisations, des impôts, mais qui ont, in fine, moins d'avantages. Selon un récent rapport sénatorial, vous l'avez peut-être lu, ce budget AME, dans sa forme actuelle, connaîtra une forte augmentation dans les années à venir. Alors, je relisais cet après-midi les conditions d'obtention de l'AME, c'est sur le site servicepublic.fr. Il faut que la personne en situation irrégulière, donc hors la loi, remplisse un dossier et aille le déposer dans une caisse primaire de l'assurance maladie. Mais quand on y réfléchit, c'est complètement ubuesque. On demande à une personne hors la loi de déposer un document officiel dans un service administratif français. Alors, il y a une question d'ailleurs, que se passe-t-il si cette personne se fait contrôler par la police à ce moment-là ? On peut quand même se poser la question. Alors, si vous voulez lutter vraiment contre les clandestins et donc les mafias qui se nourrissent de cette situation, vous savez où aller procéder à des contrôles d'identité. Bon, on va revenir au PLFSS. En recourant au 49.3, vous avez supprimé l'amendement de nos sénateurs Rassemblement national qui avait été adopté par le Sénat. Pour mémoire, cet amendement permettait aux employeurs et indépendants ultramarins de conclure avec les organismes de recouvrement des plans d'appurement de leurs dettes de cotisations et contributions sociales. En recourant au 49.3, vous avez également réintroduit les dispositions prévoyant une contribution de l'Agirc-Arrco au titre de la solidarité financière du système de retraite contre, et c'est ce qui est à noter, l'avis des partenaires sociaux. Alors ça, il faut avouer que c'est quand même incroyable. Vous arrivez même à abîmer un système qui fonctionne, la gestion par le patronat et par les syndicats de l'Agirc-Arrco. Ils sont punis pour vous dire non. Non, comme ces Français qui ne veulent pas d'un possible doublement de la franchise médicale. Être malade n'est pas un choix. En septembre, il y a eu un sondage IFOP, vous l'avez peut-être vu, qui nous apprenait que 37% des Français avaient déjà renoncé à une prise en charge médicale alors qu'ils en avaient besoin. Il y aura encore tant de choses à dire sur votre manière de conduire la politique du pays à coup de 49.3. Mais nous allons avoir le loisir d'y revenir car, visiblement, il y a un nouveau 49.3 qui se profile à l'horizon. Alors tout cela vous rappelle que vous n'avez pas de majorité. Alors une bonne façon de prendre ses responsabilités serait de demander à Emmanuel Macron, au président de la République, de procéder à une dissolution de l'Assemblée nationale. Nous sommes prêts. En attendant, je vous rappelle la position du groupe Rassemblement national sur cette motion de censure. Nous ne la voterons pas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à Madame la Première ministre. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les députés, nous voici donc réunis en ce dimanche soir pour la traditionnelle motion de censure déposée dans les mêmes termes par les mêmes députés sur les mêmes textes. Une motion de censure qui, une fois de plus, mobilise parlementaires et gouvernements dans des débats stériles plutôt que de consacrer notre énergie pour répondre aux défis concrets que certains soulèvent à raison. Et je vous confirme, Madame la députée Youssoufa, que je serai prochainement à Mayotte pour construire des réponses face à des difficultés que je mesure pleinement. Et je le dis à Monsieur le député d'Aréville, la réindustrialisation et la transition écologique sont des objectifs que nous partageons également. Mais ce soir, cette motion de censure sollicite aussi les services de l'Assemblée nationale. Le dépôt pavlovien de motions de censure, qui n'ont rien d'une obligation constitutionnelle ni d'un usage républicain, les mobilise le week-end et parfois jusque tard dans la nuit. Je veux les remercier pour leur professionnalisme et leur disponibilité. Mesdames et Messieurs les députés, la situation est connue de toutes et tous. Les Français en ont bien conscience et la comprennent. Il nous faut un budget pour notre sécurité sociale, personne n'en doute.
Aucun groupe d'opposition ne souhaite discuter avec le gouvernement pour le construire. C'est une position revendiquée. Il n'existe aucune majorité alternative capable de gouverner. Le rejet de 26 motions de censure depuis 1 an et demi l'a prouvé. Nous devons donc, conformément à la Constitution, recourir à son article 49, alinéa 3. En revanche, ce que nos concitoyens ne comprennent pas, c'est pourquoi vous tentez sans cesse de censurer les moyens de nos services publics et aujourd'hui de notre modèle social. Pourquoi vous désirez censurer ce texte et donc une augmentation de près de 3 milliards d'euros des moyens pour la santé? Pourquoi vous voulez censurer des mesures pour les travailleurs indépendants, pour les agriculteurs, pour les lycéens de la voie professionnelle, pour lutter contre la fraude? Ce que personne ne peut comprendre, c'est pourquoi vous vous obstinez à censurer ce projet de loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit 640 milliards d'euros pour protéger les Français, qui améliore notre lutte contre la fraude, qui porte des mesures concrètes pour revaloriser nos soignants, pour l'accueil des jeunes enfants, qui crée 7000 nouvelles solutions d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap et qui met en place un service public de repérage précoce du handicap pour les enfants de moins de 6 ans. Mesdames et messieurs les députés censeurs, ce qui ne trompe personne, ce sont vos contre-vérités et votre mauvaise foi. Vos contre-vérités quand vous osez parler de budget de renoncement ou de textes de rigueur, alors que les dépenses de toutes les branches de la sécurité sociale sont en augmentation. Votre mauvaise foi quand certains nous accusent de ne pas chercher de compromis, alors même que 54 textes ont été adoptés 149.3 depuis le début de la législature, 54 textes sur 58. C'est donc la quasi-totalité d'entre eux. Les choses sont simples. Quand les oppositions de l'arc républicain sont prêtes à travailler et à construire avec nous, nous trouvons des compromis. C'est possible même sur les textes financiers. Le projet de loi de finances de fin de gestion l'a montré. Ce que chacun voit, ce sont les mensonges et les outrances de la France insoumise. Quand vous refusez d'entendre toute opinion contradictoire, quand vous multipliez les injures et les incidents de séance, quand vous bafouez la présomption d'innocence, comme vous venez encore de le faire ce soir, quand vous piétinez l'unité républicaine à chaque occasion. Et j'ajoute que votre attitude fait des émules. Après des mois à feindre la respectabilité, ces derniers temps, le vernis craque au Rassemblement national. De plus en plus régulièrement, vous aussi, vous faites claquer les pupitres pour couvrir la voix de l'orateur, vous apostrophez vos opposants et les membres du gouvernement. Les extrêmes se rejoignent, cela ne surprend personne. Mesdames et messieurs les députés, la sécurité sociale, c'est la solidarité à la française. C'est une partie de notre identité. C'est le fondement de notre pacte social et de la promesse républicaine. Sur ce texte, plus encore que sur les autres, j'aurais aimé que les oppositions saisissent la main que nous leur tendions. J'aurais voulu que nous puissions nous retrouver sur des mesures qui rassemblent, plutôt que de débattre d'une énième motion de censure devant un hémicycle quasiment vide. Rejeter ce budget, c'est jouer à la roulette russe avec notre sécurité sociale. Alors de notre côté, nous ne prendrons aucun risque. J'assume de porter un PLFSS qui augmente les moyens de notre modèle social. J'assume de prendre les décisions nécessaires pour protéger nos concitoyens avec la rapporteure générale, avec la présidente de la Commission des affaires sociales, avec les députés de la majorité, avec mon gouvernement. J'assume de prendre mes responsabilités et d'agir toujours pour l'intérêt général au service des Français. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. La discussion est close. Je vais maintenant mettre aux voix la motion de censure déposée par Madame Mathilde Panot et 77 membres de l'Assemblée. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin va être ouvert pour une durée de 20 minutes. Il sera donc clos à 20h53. La séance est suspendue. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 289. Pour l'adoption, 89. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence,
En conséquence, la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 est considérée comme adoptée en nouvelle lecture. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Nous abordons maintenant la troisième partie du projet de loi concernant les dispositions relatives aux dépenses pour l'exercice 2024. Et la parole est à Madame la Première ministre. Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les députés, il y a quelques instants, pour la 27e fois en 1 an et demi, vous avez rejeté une motion de censure contre mon gouvernement. Néanmoins, et les débats que nous venons d'avoir l'ont encore montré, la situation n'a pas changé. Il n'existe pas de volonté de la part des oppositions de trouver un compromis sur le texte. Le temps des débats a été considérablement réduit par le dépôt systématique de motions de censure et nous avons des délais constitutionnels à tenir. Nous avons besoin du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour faire vivre notre modèle social. Un projet de loi de progrès, un projet de loi pour nos soignants, pour l'autonomie des personnes âgées, pour les familles qui cherchent des solutions d'accueil pour leurs enfants ou encore pour les personnes en situation de handicap. Un projet de loi qui a évolué grâce à vos amendements et grâce aux travaux du Sénat. Je pense notamment à la question du financement des EHPAD ou encore au renforcement des droits à la retraite pour les sapeurs-pompiers professionnels, les surveillants pénitentiaires ou les douaniers. Nous avons un devoir d'agir et de protéger les Français. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la troisième partie et l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel la Première ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155, alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain 20h58 est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. Dans l'hypothèse où une motion de censure serait déposée, la conférence des présidents fixera la date et les modalités de sa discussion. Prochaine séance demain à 16h, débat en salle Lamartine sur le thème « Le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, l'action de l'État face aux nécessaires réparations ». La séance est levée.